Dans cet exercice 1 central 2019, on s'intéresse à un endomorphisme de Mn de R défini par psi A de M égale AM moins MA, où A c'est une matrice choisie, fixée dans Mn de R. Donc la première question vous demande de démontrer est-ce que cet endomorphisme-là est injectif ou non. Donc on peut voir une question de la question, c'est-à-dire est-ce que c'est bien un endomorphisme, mais ici c'est relativement évident que ça va en être un, donc je ne l'ai pas prouvé. On vous demande du coup de démontrer est-ce qu'il est injectif. Donc on essaie de voir si on pourrait trouver une matrice M telle que psi A de M égale 0. Et on se rend compte que psi A de M égale 0, ça revient dire que AM égale MA, c'est-à-dire que A et M commutent. Donc naturellement à ce moment-là, on pense à deux matrices particulières. La matrice A, qui commute bien sûr avec A, et la matrice identité. Donc deux manières de faire les choses. Du coup, si on s'intéresse à la matrice A, on se rend compte que psi A de A égale 0 vu que A et A commutent. Donc A est dans le noyau de psi A. La question étant, est-ce que ce noyau-là est bien non nul? Attention, justement, ici on va être obligé de faire deux cas, parce que si A est nul, on a prouvé que la matrice nulle est dans le noyau. Donc en fait, on n'a pas prouvé que le noyau était non nul. Donc ici, si on veut s'intéresser à A, on va être obligé de faire deux cas. Si A c'est la matrice nulle, alors psi A c'est l'application nulle, donc du coup elle n'est pas injective. Et si A par contre est différent de 0, comme A appartient au noyau, on a le noyau qui est non restreint à 0, donc psi A n'est pas injectif. Du coup, on a bien démontré que dans tous les cas, psi A n'est pas injectif. Si on avait pris l'endomorphisme identité, ça aurait été relativement plus simple ici, parce qu'on a directement psi A de IN qui fait 0, parce que A et I commutent. Et IN, c'est une matrice qui n'est pas nulle, qui est dans le noyau. Donc le noyau, quelle que soit la valeur de A, n'est pas restreint à 0, donc ce n'est pas injectif. Donc vous voyez, prendre IN, ça aurait été une meilleure idée ici que prendre le A. Ensuite, on prend une matrice B telle que psi A de B égale B. On vous demande dans le premier temps de montrer que pour tout cas d'un étoile, AB puissance K moins BK puissance K A égale KBK. Donc pour démontrer ça, on va le faire par récurrence. Donc l'initialisation pour K égale 1 marche tout de suite parce que quand on dit psi A de B égale B, ça me dit que AB moins BA égale B, donc égale 1 fois B. Donc HR1 est bien vérifié. Et on va supposer maintenant que l'hypothèse de récurrence au rang K est vérifiée, donc où K est un entier naturel non nul fixé. Et on va s'intéresser du coup à A BK plus 1 moins BK plus 1 A. Donc le but, ça va être d'essayer de simplifier un petit peu cette écriture. Et on va travailler du coup que sur un des deux membres de la différence. Vous voyez par exemple ce deuxième membre ne va jamais bouger, je ne vais jamais y toucher. Et dans le premier, les B sont derrière les A. Je vais essayer de les faire passer devant pour pouvoir du coup combiner avec ce deuxième membre. Donc pour faire ça, bien sûr, on va servir de la relation qu'on a trouvée avant. Donc mon ABK que je fais apparaître, je peux utiliser HRK pour dire que ça fait BKA plus KBK. Donc je vais développer. Ce terme-là qui apparaît KBK plus 1 ne me dérange pas parce que j'en veux à la fin des BK plus 1. Et ici, je me rends compte que le terme que j'avais devant, j'avais BKAB. Donc j'ai encore un B qui est derrière que je veux faire passer devant. Et cette fois-ci, on va utiliser cette relation-là. Parce qu'on sait que AB moins BA égale B. Donc AB moins BA égale B, ça me dit que AB, c'est BA plus B. Et cette fois-ci, je redéveloppe. Et là, j'ai gagné, j'ai obtenu mon objectif, et j'ai atteint mon objectif parce que j'ai des BK plus 1A et des BK plus 1. Et donc, je vais pouvoir combiner ces choses-là ensemble. Donc, on voit que les BK plus 1A vont s'annuler. Et les BK plus 1, je compte, j'en ai K plus 1. Donc, tout va bien. Ensuite, on vous demande de démontrer que B est nilpotente. Donc, si on suppose que B ne l'est pas, donc on va raisonner par absurde. Du coup, BK va être différent de 0 pour tout n dans n étoile. Je vous rappelle qu'une matrice nilpotente, c'est une matrice telle que il existe K appartenant à une étoile telle que BK égale 0. Donc, comme je l'ai supposé non nilpotente, ça devient pour tout K dans une étoile, BK est différent de 0. Et du coup, j'ai mon psi A de BK qui est égal à KBK. Parce que si vous regardez bien la relation qu'on a démontrée ici, ce terme-là, c'est psi A de BK. Donc, on obtient que BK, qui est non nul, va être un vecteur propre de psi A associé à valeur propre K. En particulier, pour tout K dans une étoile, K est valeur propre. Donc, n étoile va être inclus dans le spectre de psi A. Mais ceci est impossible parce que psi A est un endomorphisme de Mn de R, donc un espace de dimension n carré. Et on sait que quand on a un endomorphisme d'un espace vectoriel E, son spectre a O plus la dimension de E, valeur propre. Donc là, en l'occurrence, psi A a O plus n carré valeur propre. Donc n étoile ne peut pas être inclus dans le spectre de psi A.
Du coup, l'hypothèse de départ, supposons B non nilpotente, est absurde. Donc on a B qui est nilpotente. Ensuite, dans la troisième question, on change de pied. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va fixer un n. On a une matrice n qui est donnée. Et on va chercher des conditions sur A pour que n soit valeur propre de psi A. Donc vous voyez, depuis le départ, la matrice A est fixée et c'est le m qui varie, ou le b, etc. Là, c'est l'inverse. On fixe le n et on fait varier le A. Donc pour faire ce truc-là, on a notre matrice n qui s'écrit comme ça. Notre matrice A, on va l'écrire avec des quotients A et J. Et on va calculer psi A de n et vérifier que c'est égal à n. Donc pour calculer psi A de n, on a besoin de calculer AN et NA. Alors ces calculs-là, il faut bien penser à les faire par bloc. Parce que quand je calcule AN, cette première colonne de AN, ce sera le résultat du produit matriciel de A fois la première colonne de n. Et comme la première colonne de n est nulle, ça va faire 0. Pour la deuxième colonne, c'est le résultat du produit matriciel de la matrice A fois deuxième colonne de n. Et la deuxième colonne de n, il y a un seul 1 qui est là. Et du coup, A fois cette colonne-là, ça me fera C1, pardon, ou C1, c'est la première colonne de A. Donc j'écris finalement la première colonne de A ici. Comme le 1 maintenant ici est en deuxième position, pour la troisième colonne de AN, ça me fera C2, c'est-à-dire la deuxième colonne de A. Donc j'aurai A2, 1, etc. Pardon, A1, 2, etc. Et puis pareil, pour tous les produits, on voit qu'ici, quand on doit faire le produit par dernière colonne, on va obtenir Cn-1, donc on écrit Cn-1 ici. Pour NA, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va raisonner en ligne. Donc quand on fait le produit de cette ligne-là fois A, eh ben, on va obtenir ici la ligne 2, parce que ce coefficient-là est en deuxième position, donc on va écrire la deuxième ligne de A. Puis ici, on va obtenir la troisième ligne de A, la quatrième, ici la énième ligne de A. Et enfin, la dernière ligne de n étant nulle, quand on va faire NA, la dernière ligne va être nulle aussi. Donc quand on pose psi A de n égale n, on obtient que cette matrice-là est égale à celle-ci. Et donc on voit plusieurs choses tout de suite. On voit que ici, tous les quotients A, I1 sont nuls pour I variant de 2 à n. Ici, on voit que tous les quotients A, N, J sont nuls pour J variant de 1 à n-1. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que sur cette diagonale-là, donc la diagonale juste au-dessus de la diagonale, tous ces quotients-là sont égaux à 1. Donc ces coefficients-là, vous remarquez qu'il y a un décalage de 1 moins 10 à chaque fois pour les i et les j. Donc on obtient que AI moins AI plus 1 et plus 1 égale 1. Pour tout i variant entre 1 et n-1, parce que le dernier ici, c'est avec un n-1. Et quand on regarde les autres coefficients, ça représente tous les coefficients qui sont de la forme a, i, j, moins a, i plus 1, j plus 1. Regardez bien, là le 2 devient un 3, le 1 devient un 2, et partout c'est pareil. Et tous ces coefficients-là vont être nuls dès que j va être différent de i. Donc attention à bien vérifier les bons indices pour que ça ne déborde pas de la matrice, mais on va avoir ce truc-là. Bon, qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? Eh ben, quand on regarde ces coefficients-là, A21, A31, AN1, ça représente, si on regardait la matrice A, donc que je n'ai pas écrite, mais ça va représenter, alors je vais le faire ici, mais ça va représenter la première colonne de A, tout du moins ces coefficients-là. La première colonne, sauf le premier. Et quand on regarde la relation qui est là, ça me dit que la différence entre un coefficient et le suivant sur la diagonale, donc quand on descend en diagonale, est égale à 0. Mais comme ce coefficient-là est nul, celui-ci va être nul. Puis comme celui-ci est nul, le suivant va être nul. Puis le suivant, le suivant, le suivant. Et finalement, toute cette diagonale va s'annuler. Pareil pour celui-là. Toute la diagonale va s'annuler, etc. Et on va pouvoir montrer comme ça que tous les coefficients en dessous de la diagonale principale de A doivent être nuls. Enfin, même sont nuls. Alors après, on avait aussi cette relation-là, ANJ égale 0. Mais ANJ égale 0, ça ne va pas beaucoup m'aider, parce qu'en fait, ANJ égale 0, quels sont ces coefficients? Si on les repère, c'est ceux-là. Et en prenant la même relation, mais à l'envers cette fois-ci, on peut se dire que ça nous permet de remonter aussi. Quand il y en a un qui est nul, le suivant immédiatement dessus va être nul. Et donc on obtient comme ça en fait la même chose, c'est-à-dire c'est toujours la matrice en dehors de la diagonale, enfin les quotients en dehors de la diagonale qui vont être nuls. Donc on a utilisé cette relation-là, cette relation, on a utilisé celle-ci au moins partiellement, et il nous reste celle-ci qu'on n'a pas utilisée pour l'instant. Donc celle-ci nous dit quoi? Que sur la diagonale, quand on avance de 1, quand on avance de 1,
on enlève 1. Si on a AI plus 1 et plus 1 moins AI est égal à moins 1. Donc en fait, la suite AI est une suite arithmétique de raison moins 1. Donc du coup, j'obtiens que AI, c'est A à 1 plus I moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire A à 1 moins I plus 1. Donc sur la diagonale, mes coefficients AI vont vérifier cette relation-là. Donc maintenant, je connais ma matrice en dessous de la diagonale. Alors bien sûr, c'est pas celle-là encore, mais j'ai déterminé les coefficients de A sur la diagonale. En dessous de la diagonale, il me reste ceux au-dessus de la diagonale. Et j'ai peu d'informations, à part celle-ci. Donc si vous vous rappelez bien, celle-ci me permet de dire que quand j'ai une valeur ici, je vais retrouver la même en dessous, etc. Et en fait, on se rend compte que cette ligne-là va déterminer complètement ma matrice. Parce que si j'ai un coefficient 3 ici, et ben, quand je descends en diagonale, je vais avoir un 3 en dessous, un 3, un 3, un 3, un 3 sur la diagonale. Si j'ai un 5 là, ben, je vais avoir un 5, 5, 5, 5. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est qu'au-dessus de la diagonale, donc ce qu'on dit ici, au-dessus de la diagonale, si on utilise la ligne 4 toujours, on obtiendra que A1J, donc le coefficient de la première ligne, est égal au coefficient de tous ceux qui sont sur la même diagonale que lui. Donc du coup, on obtient une matrice A qui va finalement s'écrire sous cette forme-là. Donc on a dit des zéros en dessous de la diagonale, donc ces zéros-là. Donc des zéros en dessous de la diagonale. Sur la diagonale, on a dit que les coefficients, ça faisait A1, 1, A1, 1, moins 1, parce qu'elle avait une suite arithmétique, jusqu'à A1, moins n plus 1. Et au-dessus de la diagonale, on a des coefficients qui sont identiques sur chaque sous-diagonale, on va dire. Donc au-dessus de la diagonale, j'ai un A1, 2 là, qui va se répéter sur toute cette diagonale jusqu'ici. Après, j'ai un 1, 1, 3 qui va se répéter en diagonale jusqu'ici. Et enfin, j'aurai un ANN qui va être là. Donc ma matrice, on peut l'écrire aussi comme ça. Donc on va donner la matrice la diagonale. Ce A1, 2 ici, finalement, il est fois n. Et en fait, les matrices n, on sait que c'est des matrices particulières, au sens où quand je calcule n carré, la diagonale de 1 va se décaler d'un cran. Puis encore d'un cran, puis encore d'un cran, etc. Donc on peut le prouver ou pas dans cet exo-là, je ne suis pas sûr que ce soit approuvé. Je pense plutôt que c'est bien attendu en termes de connaissance de cette matrice qui est très classique. Et donc en fait, le 1, 3 qu'on retrouvait là, juste derrière, eh ben, il va être facteur de n carré, etc. Le 1 à n va être facteur de n puissance n-1. Et donc finalement, on obtient que notre matrice A, elle s'écrit comment? Ben, dans cette matrice diagonale, je peux encore faire un petit effort. Les A à 1, je peux les sortir. Et en fait, je vais obtenir A1 fois identité. Et donc j'obtiens finalement que mes matrices s'écrivent sous la forme diag de 0, moins 1, moins n plus 1. Donc là, j'ai enlevé A1 de partout. Plus un certain nombre de fois identité, plus un certain nombre de fois n, plus un certain nombre de fois n puissance n-1. Et ces coefficients-là sont dans R. Alors trouver une forme de quelque chose de cette forme-là, ce n'est pas vraiment une surprise. Parce que finalement, ce qu'on veut, l'équation qu'on veut résoudre, celle-ci, on aurait pu aussi l'écrire psi n de A égale n. Ce qui revient, alors psi n de A égale n, non, moins psi n de A égale n. Ou psi n de A égale moins n. Et donc, les solutions, ça va être quoi? Ça va être une solution particulière qu'on a trouvée ici, plus des éléments du noyau de psi n. Et ces éléments du noyau de psi n, on a vu que c'est des matrices qui commutaient avec n, et on pourrait démontrer que c'est ces matrices-là. Et on aurait pu d'ailleurs attaquer l'exercice autrement en trouvant une matrice particulière solution, chercher le noyau de psi n, donc on a trouvé ce noyau-là, et du coup répondre à la question. Entre parenthèses, la preuve qu'on vient de faire ici nous permet d'obtenir que le noyau de psi n sera égal à ça, parce que si on cherche le noyau de psi n, on va pouvoir servir des calculs qu'on a fait au-dessus, et en se disant que psi n de b égale 0, ça revient à dire que psi n de b moins cette matrice diagonale là, b plus cette matrice diagonale là, égale n. Et donc on va comme ça pouvoir retrouver que ça va être cet ensemble là.